Un soir pluvieux, Jennifer Langston, une femme d'affaires à succès, PDG d'une entreprise technologique, s'effondra émotionnellement et physiquement dans une ruelle sombre de la ville. Self-made millionnaire, figurant sur la liste des femmes de moins de 40 ans à suivre de Forbes, elle semblait tout avoir, richesse, pouvoir, reconnaissance. Mais derrière cette façade, sa vie personnelle était en ruine. Pendant des années, Jennifer avait tout sacrifié pour bâtir son empire. Elle avait épuisé ses amis, ses assistants, et même deux mariages. Son fils unique, Austin, avait grandi dans le luxe, mais sans amour. Pensant que l'argent pouvait compenser son absence, elle lui avait offert des écoles privées, des tuteurs, et même une Porsche pour ses 18 ans. Mais Austin ne voulait pas de son argent. Il voulait l'attention de sa mère. Et quand il ne l'a pas obtenue, il a disparu. 2 ans plus tôt, il avait coupé tout contact, changé de numéro, déménagé à l'étranger, ne laissant qu'un message, « Je ne veux pas de ton argent. Je veux une mère. Puisque je n'en ai jamais eu, ne fais pas semblant maintenant. » Jennifer n'avait plus jamais parlé de lui. Mais ce silence la rongeait de l'intérieur. Elle n'en parlait pas à la presse, ne laissait rien paraître, jusqu'à cette nuit fatidique où elle s'aventura dans une ruelle dangereuse et où tout bascula. De l'autre côté de la ville, Malik, un garçon noir de 11 ans, n'avait rien. Pas de nom gravé sur une plaque, pas de costume, pas de titre dans les journaux. Juste une cicatrice au-dessus de son sourcil, vestige d'un foyer d'accueil dont il se souvenait à peine. Cela faisait des mois qu'il n'était pas allé à l'école. Personne ne le remarquait. Personne ne venait le chercher. Il dormait dans des entrées d'immeubles, récupérait des restes de sandwich dans les poubelles derrière les dîners. La plupart du temps, il passait inaperçu. Il préférait ça. Les gens étaient plus cruels quand ils vous voyaient. Cette nuit-là, Malik s'était glissé derrière une benne à ordures près de la 6e rue. C'était un endroit chaud, là où la boulangerie d'Accent Grave côté jetait des pâtisseries encore saupoudrées de sucre. Puis il entendit des cris. Une voix de femme, puis celle d'un homme, et une autre. Il jeta un coup d'œil depuis sa cachette et se figea. 2 hommes en veste noire avaient plaqué une femme contre un mur de briques. L'un tenait une barre de métal, l'autre son sac à main. « Tu cries, on en finit avec toi », siffla l'un d'eux. Du sang coulait déjà sur le visage de la femme. Ses mains tremblaient, tentant de se protéger. Ses talons étaient cassés. Elle semblait trop élégante, trop riche pour ce quartier. L'instinct de Malik lui cria de se cacher. Mais alors, elle le regarda. Juste une seconde. Ses yeux, tuméfiés et paniqués, croisèrent les siens. Et dans cet instant, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Quelqu'un le voyait. Quelqu'un avait besoin de lui. Les hommes partirent après qu'elle se fût effondrée. Ils riaient, l'un d'eux balançant la barre de métal comme un trophée. Malik attendit qu'il disparaisse dans l'obscurité. Puis il courut vers elle. Il s'agenouilla à ses côtés. Elle respirait à peine, à moitié consciente, du sang sur le visage. Elle murmura quelque chose qu'il ne comprit pas. « Je vais appeler quelqu'un », dit-il, sortant un vieux téléphone à clapet fissuré de sa poche. Ses doigts tremblaient en composant le numéro des urgences. « Elle saigne, elle est gravement blessée. Envoyez quelqu'un, vite, s'il vous plaît », dit-il à l'opératrice. Soudain, la main de la femme saisit son poignet. Il baissa les yeux. Des larmes coulaient de ses yeux. « Tu es la première personne, » murmura-t-elle, la voix rauque, qui n'a pas détourné le regard. Il déglutit, la gorge serrée. « Si je meurs ici, » dit-elle en toussant, du sang perlant à ses lèvres, « sache que tu as sauvé bien plus que ma vie. Tu as sauvé ma foi en l'humanité. » Elle gémit, son souffle laborieux. Puis elle murmura, « J'aimerais que mon propre fils ait ton cœur. » Ces mots brisèrent Malik. Une larme coula sur sa joue avant qu'il ne puisse l'arrêter. Toute sa vie, il avait été invisible. Et maintenant, cette femme, une étrangère blessée et brisée, venait de lui dire la chose la plus puissante qu'il ait jamais entendue. Elle souhaitait qu'il soit son fils. Malik resta jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Il ne donna pas son nom, ne chercha pas de remerciement. Quand les sirènes retentirent, il disparut dans l'ombre. Parce que les enfants comme lui ne restent pas dans les mémoires. Mais cette fois, quelqu'un pourrait essayer de se souvenir. Jennifer Langston se réveilla au son rythmique des moniteurs et à l'odeur d'antiseptique. Sa tête pulsait, ses côtes la faisaient souffrir, ses yeux étaient gonflés, mais elle était vivante. Elle tenta de se redresser, mais une infirmière la repoussa doucement. « Doucement, Madame Langston. Vous avez traversé une rue d'épreuve. » La voix de Jennifer, éraillée, demanda, « Le garçon, où est-il » L'infirmière cligna des yeux. « Quel garçon ?»« Celui qui a appelé, qui est resté. Il m'a sauvé. » Les images de vidéosurveillance montraient l'agression dans la ruelle, les hommes qui l'attaquaient, mais l'angle de la caméra n'avait jamais capturé le visage de Malik. La police lui demanda une description. « Tout ce dont je me souviens, » murmura-t-elle, «
c'est qu'il était petit, jeune et courageux. Elle répéta ce qu'il avait dit, ce qu'elle lui avait murmuré, sa voix se brisant à chaque fois. 2 semaines plus tard, Jennifer quitta l'hôpital. Mais elle ne retourna pas à son Penthouse. À la place, elle demanda à son chauffeur de l'emmener dans tous les refuges, les soupes populaires et les programmes pour jeunes de la ville. Pendant des jours, elle chercha. Puis, un soir, juste avant la tombée de la nuit, elle le repéra, recroquevillé sous un pont, les bras serrés autour d'une veste usée, endormi près d'un chariot de supermarché. « Malik » dit-elle en descendant lentement de la voiture. Il ouvrit un œil, sursauta et se redressa. « Attendez, et, c'est vous » souffla-t-elle. Il recula, méfiant. « J'ai rien pris. »« Non » dit-elle, levant les mains doucement. « Tu m'as tout donné. » Il plissa les yeux. « Pourquoi vous êtes là ?» Elle déglutit, s'agenouillant près de lui. « Parce que tu m'as sauvé, et je n'ai pas arrêté de penser à toi depuis. Je te dois plus que ma vie. Je te dois un avenir. » Il fallut du temps pour convaincre Malik. Il ne faisait pas facilement confiance. Mais Jennifer ne lâcha pas. Elle ne brandit pas sa richesse, ne lui promit pas le monde. Elle se contenta de revenir chaque jour, avec de la nourriture, des couvertures, une chaise à côté de lui où elle s'asseyait pour parler de tout et de rien, juste pour qu'il cesse de se sentir invisible. Et peu à peu, Malik baissa sa garde. Des mois plus tard, Malik emménagea dans une maison sécurisée que Jennifer avait financée. Elle organisa des cours particuliers, une thérapie, une chance. Elle ne le pressa pas, le laissa avancer à son rythme. Un soir, pendant le dîner, Malik demanda « Pourquoi vous m'aidez vraiment ?» Jennifer le regarda, les larmes aux yeux. « Parce que dans mon pire moment, quand le monde m'a tourné le dos, tu es resté. » Il hocha lentement la tête, puis dit « Je peux vous appeler Madame Jen ?» Elle rit, pour la première fois depuis des années. « Seulement si je peux t'appeler petit. » Pendant que Malik reconstruisait sa vie, Jennifer cherchait justice. Grâce à son influence et ses ressources, elle collabora avec des détectives et des analystes pour retrouver les hommes qui l'avaient attaqué. Cela prit des mois, mais ils furent retrouvés. L'un avait tenté de fuir le pays, l'autre fut arrêté pour d'autres chefs d'accusation, toujours en possession de l'arme utilisée contre Jennifer. Ils furent arrêtés, jugés et condamnés. Jennifer témoigna au tribunal, calme et inébranlable. Quand on lui demanda pourquoi elle avait poursuivi l'affaire avec tant de détermination, elle répondit « Parce que des garçons comme Malik ne devraient pas vivre dans un monde où des hommes comme eux restent libres. » 2 ans plus tard, lors d'un sommet pour le leadership des jeunes qu'elle avait contribué à financer, un adolescent en chemise impeccable et pantalon propre monta sur scène. C'était Malik. Il s'éclaircit la gorge. « Avant, je dormais dans une ruelle, » dit-il, « le genre d'endroit où personne ne vous voit, où vous ne comptez pas. » Il marqua une pause. « Puis un jour, j'ai aidé quelqu'un, et elle m'a vu. Elle s'est souvenue de moi. Et ça a tout changé. » Il se tourna et sourit à Jennifer, assise au premier rang. « Maintenant, je veux aider les autres. Parce que personne n'est invisible pour toujours. Pas si une seule personne croit en vous. » La salle explosa en applaudissements. Jennifer essuya ses larmes, non pas de douleur, mais de fierté. Car il était une fois, elle avait failli mourir dans l'obscurité. Et maintenant, sous les lumières éclatantes, se tenait le garçon qui l'avait ramenée à la vie, et qui construisait la sienne.